En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Tentative de récupération par la gauche, courtisée par les vedettes du showbiz. À quelques heures de la manifestation de samedi, les gilets jaunes pourraient bien changer de couleur. Approuvé en juillet par l'ensemble des pays de l'ONU, à l'exception des États-Unis, le pacte mondial sur les migrations est de plus en plus contesté. Alors que les refus se multiplient, une ombre plane autour de son approbation le 10 décembre prochain. George Kuzmanovic, le conseiller pour l'international de Jean-Luc Mélenchon, claque la porte de la France insoumise. Il livre un constat implacable d'un mouvement gouverné par un groupe sectaire et antidémocratique, obsédé par les vieilles lunes d'extrême gauche. Madame, monsieur, bonsoir. Avis de récupération sur les gilets jaunes. Alors qu'une nouvelle mobilisation est prévue samedi, les tentatives d'appropriation sont nombreuses, au risque de déformer le mouvement. Olivier Frère-Jacques. De droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, depuis le début du mouvement spontané Gilets jaunes, journalistes et éditorialistes se coupent les cheveux en quatre pour donner une étiquette. Il semblerait bien que le mouvement soit assez hétéroclite, avec des éléments issus de toutes sortes de mouvances, mais aussi et surtout une large majorité pas franchement politisée. Pour discréditer le mouvement, le gouvernement a un temps tenté de le ranger dans la catégorie dite ultra-droite, une classification censée apeurer le tout venant, mais qui n'a finalement pas fait recette. Le ministre des Comptes publics, le transfuge des Républicains Gérald Darmanin, est même allé jusqu'à évoquer une peste brune. Et ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi une déclaration critiquée par l'ensemble du spectre politique, les grosses ficelles ne passant plus et les faits étant assez parlants. De nombreux médias ont d'ailleurs fait volte-face dans leurs analyses. Alors qu'il était prétendument question de violence d'extrême droite, les graffitis et les modes d'action utilisés à Paris samedi témoignent d'une implication d'organisations de gauche radicale de type Black Bloc notamment. À gauche justement, la France insoumise a pris le parti de soutenir le mouvement. Mais nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Alors, monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent, permettez la manifestation. Une prise de position de l'insoumis en chef, mais qui dépasse à présent les rangs de son parti, puisque son allié, l'électron libre François Ruffin, lui a largement emboîté le pas. Spécialiste de l'agit-prop, notamment fondateur du journal d'extrême gauche Fakir, qui donna naissance à Nuit debout, et à la manœuvre pour la fête à Macron en mai dernier, qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Ce dernier a multiplié les interventions médiatiques pour donner une coloration de gauche sociale à la colère populaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tricheurs et ils sont au sommet de la hiérarchie sociale et ils ne sont pas sanctionnés. Résultat, ça écœure tout le monde de mettre au pot commun. Voilà, quand on parle des 80 milliards d'exemptions fiscales, quand on voit qu'il y a un encouragement par le sommet de l'État à supprimer, quand le premier geste, mais c'est un geste de folie, moi je l'ai énoncé à l'époque, c'est un geste où on déchire le contrat social. Le premier geste du président de la République, c'est de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Une manœuvre qui peut être qualifiée de récupération, mais qui paraît presque inéluctable tant les gilets jaunes manquent de structure et semblent peu armés idéologiquement et stratégiquement face à l'exécutif. Le temps de la convergence des mécontents de droite comme de gauche et de la majorité non politisée pourrait donc prendre fin très prochainement, faute de ligne claire. La gauche radicale, qu'incarne la France insoumise, mais aussi François Ruffin, pourrait ainsi profiter du vide idéologique pour placer leurs pions. Dans un scénario idéal pour l'extrême gauche, les syndicats rejoindraient le mouvement pour paralyser le pays. Un scénario pas franchement envisageable à l'heure actuelle, tant les centrales semblent à la peine et sont liées à l'État pour leur financement. Une absence de cohérence, notamment dans les
revendications qui se ressent à travers un courrier envoyé à tous les parlementaires par une adresse mail se réclamant des gilets jaunes. On y retrouve des demandes disparates et parfois un peu folkloriques, allant de 0 SDF à la fin de la taxe sur le fioul et le kérosène, en passant par la suppression du prélèvement à la source, la retraite à 60 ans, la fin des indemnités présidentielles à vie, le retour du septennat, un maximum de 25 élèves par classe de l'école primaire à la terminale, ou encore un salaire maximum fixé à 15 000 € sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse du net ou du brut, une réelle politique d'intégration ou enfin une augmentation des allocations handicapées et la création d'emplois pour les chômeurs. Une liste non exhaustive et dont les auteurs demandent la transposition en loi. Mais surtout une liste qui témoigne du manque de clarté du message que veulent faire passer les différentes factions des Gilets jaunes. Et si la gauche radicale pourrait tirer les marrons du feu de la colère populaire, d'autres acteurs en présence n'entendent pas laisser passer la caravane des mécontents. Ainsi, depuis quelques jours, des célébrités n'hésitent pas à se ranger derrière le mouvement. L'humoriste Franck Dubosc, qui n'ignore pas la sociologie de ses spectateurs, y est allé de sa petite vidéo. Bonsoir à tous. C'est un message qui s'adresse à tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Je sais d'où je viens, j'ai bien compris. On a bien compris, nous les artistes, qu'il y avait un gros malaise. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'y réfléchis, on y réfléchit. Mais moi je suis un privilégié et je le sais messieurs, dames. Mais on va trouver quelque chose. On va tous ensemble faire quelque chose. On y réfléchit. En attendant, je vous aime. C'est pas grand-chose, mais je suis là. L'animateur télé Patrick Sébastien, dont le public a aussi le profil gilet jaune, a également apporté son soutien au mouvement, tout comme l'actrice Brigitte Bardot. L'exilé fiscal Michel Polnareff y est aussi allé de son petit message. Le rappeur Caris, qui s'était fait remarquer il y a quelques mois lors d'une altercation avec son homologue Booba, a aussi suivi le mouvement, tout comme les chanteurs Big Flo et Oli. Seul esprit chagrin, clairement affiché parmi les célébrités, le réalisateur Mathieu Kassovitz, qui, depuis sa maison donnant sur le bois de Vincennes, qualifie le combat des Gilets jaunes de bourgeois. Ce ralliement de vedettes au public plutôt populaire ne changera probablement pas la donne à court terme, mais pourrait, bien utilisé, permettre de servir de caisse de résonance, même si les intentions des chanteurs et autres acteurs ne dépassent probablement pas leur intérêt marketing. Pour l'exécutif, le risque pourrait alors être de se mettre à dos un monde de la culture qui ne lui est pas naturellement hostile. Récupération à gauche, récupération par le showbiz. Après à peine 15 jours d'existence, le mouvement semble être l'objet de toutes les convoitises. Un intérêt pour les hommes jaunes qui pourrait tourner court en cas d'échec de la mobilisation ou de débordement trop marqué politiquement, samedi prochain, à Paris notamment. Le pacte mondial sur les migrations ne fait pas l'unanimité, alors qu'il doit être adopté le 10 décembre prochain lors d'une conférence intergouvernementale à Marrakech au Maroc. De plus en plus de pays se retirent, jetant une ombre sur son approbation finale. Plus les jours passent et plus les défections sont nombreuses. Approuvé en juillet dernier par l'ensemble des pays membres des Nations Unies, à l'exception notable des États-Unis de Donald Trump, le pacte sur les migrations vit des jours compliqués au fur et à mesure que la date d'adoption approche. En effet, la liste des pays qui rejettent l'idée de ce pacte ne cesse de s'accroître. En Europe, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, l'Autriche, la Bulgarie, la Slovaquie, la Belgique, l'Italie qui soumettra son adhésion à un vote au Parlement et même la Suisse ont affiché leur refus. Et l'effet boule de neige n'a pas tardé à gagner d'autres nations occidentales comme l'Allemagne et la France. Outre-Rhin, le pacte pour des migrations ordonnées, sûres et régulières est devenu un sujet de crispation, tandis qu'en France, les Républicains et le Rassemblement national tentent de faire fléchir Emmanuel Macron, premier défenseur du pacte. Les deux partis dirigés respectivement par Laurent Wauquiez et Marine Le Pen y voient la porte ouverte à de nouveaux mouvements migratoires. Des propos faisant évidemment écho à la prochaine échéance électorale européenne de mai 2019. D'ailleurs, le coprésident du groupe Europe des Nations et des Libertés, Nicolas Bay, a affirmé son opposition au pacte lors d'un discours devant le Parlement européen. Aujourd'hui, l'ONU veut nous imposer son pacte mondial pour les migrations. Bien qu'on nous répète que ce texte n'ait aucun caractère contraignant, il vise en réalité à consacrer un prétendu droit à la migration. Présenté comme un nouveau droit de l'homme, il induirait de nouveaux devoirs pour les pays signataires, et ce, au nom d'une charité dévoyée qui fait passer les autres avant les nôtres.
Face à la montée des oppositions, les défenseurs du texte tentent de jouer sur la corde sensible, mettant en avant la dimension humaine inhérente à ce qu'ils appellent l'expérience migratoire. Plus généralement, c'est l'esprit du texte qui crispe ses opposants. Ils lui reprochent une présentation univoque de l'immigration, présentée comme un phénomène inéluctable et nécessairement bénéfique. D'ailleurs, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations, la Canadienne Louise Arbour, a balayé les critiques, mettant sur le compte de la xénophobie et de politique intérieure les volte-face enregistrés. Vous l'aurez compris, le texte tend à encourager une immigration massive plutôt qu'à la contrôler. Ainsi, l'approbation du pacte le 10 décembre prochain à Marrakech est plus qu'incertaine. Un refus serait d'ailleurs un premier signal fort envoyé au camp progressiste et pro-migrants à 6 mois des élections européennes. Le lieutenant souverainiste de Jean-Luc Mélenchon a quitté le navire insoumis. George Kuzmanovic, conseiller aux affaires internationales du leader de gauche, a décidé de claquer la porte du mouvement après avoir été écarté des listes pour les élections européennes. Un départ qui en dit long sur la tournure prise par la France insoumise. Élise Blaise. Pas de démocratie, pas de méritocratie, bienvenue chez les Insoumis. Après une collaboration de près de 10 ans avec Jean-Luc Mélenchon, le spécialiste des questions internationales George Kuzmanovic a annoncé son départ de la France Insoumise mercredi dans une tribune publiée sur Marianne. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, son éviction pure et simple des listes pour les élections européennes, des listes intégralement chapeautées de A à Z par Manuel Bompard à la tête du comité électoral alors qu'il est également tête de liste et huissier dans la mesure où il est responsable du décompte des voix. En réalité, Kuzmanovic était dans le collimateur d'une partie des cadres du mouvement depuis un certain temps. Accusé d'être à l'origine des positions de Jean-Luc Mélenchon plus sceptiques sur l'immigration, cet ancien militaire d'origine serbe était devenu la bête noire des sans-frontiéristes. Le coordinateur du livret sur la politique internationale de l'avenir en commun, le manifeste des Insoumis pour la présidentielle, explique avoir subi une cabale lorsqu'il soutenait l'initiative allemande de Sarah Wagenknecht, le mouvement debout, résolument de gauche et résolument contre les vagues migratoires accueillies par l'Allemagne sans discernement. Kuzmanovic va même jusqu'à expliquer que la négation des problèmes dus à l'islamisme ainsi que la cécité à l'égard des défis posés par l'immigration sont responsables de ravages chez leurs électeurs potentiels. D'ailleurs, le groupe d'action Hébert du 18e arrondissement de la capitale a été évacué du mouvement des Insoumis pour avoir organisé un débat sur le communautarisme islamiste au sein du syndicalisme. En réalité, une partie des cadres du mouvement a voulu conquérir une importante part de l'électorat d'origine étrangère. Une stratégie qui ne paie pas sur le long terme, pourtant Mélenchon continue de choisir presque systématiquement les zones où la population d'origine immigrée est la plus présente pour faire ses meetings. Problème, selon Kuzmanovic, cet angélisme multiculturaliste, résolument ancré à gauche, néglige les préoccupations du plus grand nombre et fait apparaître la France insoumise comme une vieille gauche parée de nouveaux habits. À ce titre, l'alliance avec les déçus du PS, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, a renforcé l'impression d'avoir affaire à un mouvement hors sol comme les autres. Dans sa tribune, l'homme n'y va pas par 4 chemins. Il estime que la France insoumise est désormais dans une impasse, aux antipodes de l'élan insufflé pendant la campagne présidentielle de 2017. Il évoque une organisation chaotique, rythmée par le mépris de certains apparatchiks, jouissant d'un flou généralisé au vu de l'absence d'instances officielles. En somme, Kuzmanovic explique combien derrière cette image de démocratie participative généralisée au sein du mouvement, seul un petit groupe a une réelle influence sur la structure et surtout le leader. Une influence mue par l'obsession gauchiste selon Kuzmanovic, qui semble convaincu que la ligne Rassemblement de la gauche est une ligne perdante dans la mesure où elle élime le mouvement sur les questions secondaires. En guise d'exemple, l'égalité homme-femme qui devrait passer davantage par la lutte pour l'égalité salariale que pour l'écriture inclusive. Le démissionnaire déplore donc cette idéologie dépourvue de pragmatisme politique qui devrait pousser à se concentrer sur les aspects sociaux et non sociétaux comme c'est trop souvent le cas. Kuzmanovic déplore évidemment en toile de fond l'abandon ou la mise à l'écart de la thématique de la souveraineté au profit d'une ligne molle et d'un flou sur les divers accords internationaux et européens. Face à ces désaccords désormais majeurs entre la ligne défendue par George Kuzmanovic et celle suivie par la France insoumise, difficile de savoir si le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon claque la porte pour être finalement rattrapé in extremis par le leader lui-même après une prise de conscience. Une prise de conscience qui sera toutefois difficile tant le patron insoumis se laisse isoler de ses fidèles lieutenants petit à petit.
Avant Kuzmanovic, Charlotte Girard avait abandonné l'idée de se lancer sur les listes européennes. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas non plus bougé malgré la proximité presque fusionnelle qu'il entretenait avec François Delapierre, le défunt mari de Charlotte Girard. Il semble donc qu'une faction gauchiste œuvre pour isoler Jean-Luc Mélenchon de toute influence qui infléchirait la ligne. Désormais, à qui le tour ? L'emblème du Liban en danger, menacé par le réchauffement climatique, le cèdre des montagnes libanaises doit également faire face à un autre danger, un minuscule insecte qui dévore ses aiguilles. Ces arbres majestueux sont l'emblème du Liban. Mais les cèdres de la montagne libanaise font face à un nouveau danger causé par le réchauffement climatique, un insecte minuscule qui ronge leurs aiguilles. Nabil Nemer étudie ces arbres parfois millénaires depuis plus de 2 décennies. Si on regarde les branches de cet arbre, on voit que la plupart de ces aiguilles ont été dévorées. On remarque de toutes petites aiguilles qui poussent. Dans un an, si ces petites aiguilles sont à leur tour mangées, l'arbre sera complètement à nu et donc au printemps, il n'aura plus l'énergie de donner de nouvelles aiguilles. Nabil observe année après année le fléau se répandre. 7% des arbres de cette forêt en sont morts et plus de 70% seraient touchés. L'été prochain, c'est sûr, on va retrouver cet arbre-là totalement sec. Il suffit de creuser quelques centimètres au pied d'un tronc pour trouver le coupable. Ces petites larves vertes sont celles d'un insecte qui pond chaque printemps ses œufs sur les cèdres. Les larves dévorent les aiguilles et se réfugient ensuite sous terre hibernée entre 3 et 4 ans en temps normal. Il n'y a pas assez d'humidité dans le sol, donc ces insectes émergent désormais chaque année. Parfois, on trouve 600 larves au mètre carré. Et c'est un grand danger parce que toutes les larves vont sortir du sol, pas seulement quelques-unes. Pour sauver les cèdres, plus question d'utiliser d'insecticides chimiques. Les opérations de reforestation se multiplient. Dans cette réserve naturelle plus au sud, des dizaines de scouts viennent replanter 300 cèdres. Le plus important, c'est de ne pas poser de grosses pierres sur ses racines. À l'origine du projet, Magda Boudaguer et son association Jouzour Loubnan. En 10 ans, ils ont planté 300 000 arbres. Il y a d'autres dangers qui menacent le cèdre. Par exemple, dans les régions d'altitude, il y a beaucoup de terrains privés. Et avec l'augmentation de la population, les habitants construisent. Donc les régions où les cèdres pourraient se multiplier naturellement et où les forêts pourraient se connecter les unes aux autres sont en train d'être construites. En moins de 20 ans, le pays a déjà perdu plus de 3500 hectares de forêt. Face à l'urgence, le gouvernement libanais a lancé un programme de reforestation très ambitieux, replanter 40 millions d'arbres dans tout le pays. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Donald Trump désavoué par le Sénat américain mercredi. Une nette majorité de démocrates et de républicains s'est prononcée en faveur d'un examen en séance plénière d'un projet de résolution visant à couper l'aide militaire américaine dont bénéficie l'Arabie Saoudite dans la guerre qu'elle conduit au Yémen. L'affaire Jamal Khashoggi a fait se raviser un nombre significatif d'élus républicains alors que Donald Trump souhaite maintenir les contrats d'armement passés avec son allié saoudien. La résolution du Sénat reste pour l'instant symbolique compte tenu du peu d'intérêt qu'elle suscite à la Chambre des représentants, mais témoigne néanmoins d'une volonté de calmer les ardeurs guerrières du locataire du bureau ovale. Luc Besson sur les traces d'Harvey Weinstein, déjà avisé par une plainte pour viol. Le producteur de cinéma français est désormais mis en cause par 5 autres femmes qui accusent ce dernier de comportements inappropriés, voire d'attouchement et de harcèlement sexuel. Ces accusations émanent notamment de 2 anciennes étudiantes de l'école de la Cité du cinéma, fondée par Besson en 2012. Début octobre, le cinéaste a été entendu en audition libre et a dénoncé des accusations fantaisistes. La victoire en Coupe du Monde inspire des parents. À Brive, en Corrèze, les parents d'un enfant né au mois de novembre souhaitaient lui donner comme prénom Griezmann Mbappé, nom du duo d'attaquants français. L'officier d'état civil chargé d'enregistrer les nouvelles naissances a saisi le procureur de la République, estimant que ces prénoms pouvaient être contraires à l'intérêt de l'enfant ou méconnaissant le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. En attendant, le nouveau-né répond bien au prénom de Griezmann Mbappé.
Des écrans tactiles avec des traces de défection à McDo. Une étude britannique menée par le journal Metro et le département de microbiologie de Londres a révélé que tous les écrans tactiles testés dans 8 restaurants de Londres et Birmingham comportent des coliformes fécaux. Un chercheur s'est dit étonné de la quantité de bactéries intestinales et fécales présentes sur ces machines. La chaîne de restauration rapide rappelle que les écrans sont nettoyés régulièrement et il paraît peu raisonnable d'incriminer McDonald's pour le comportement de ses clients. La présence massive de ces traces sur les écrans de ces enseignes laisse également supposer que ces cas ne se limitent pas au seul domaine de la restauration. En revanche, le problème de McDonald's est que les clients mangent avec les doigts. Bon appétit! Un masque de pierre vieux d'environ 9000 ans découvert en territoire israélien. L'autorité archéologique israélienne a présenté ce vestige à Jérusalem et suggère que cet objet coïnciderait avec la sédentarisation des hommes. The mask is dated to the pre-pottery Neolithic B period. It is inside the Neolithic, it's the new Stone Age, which is about 9,000 years ago. It has holes here that probably used to for that. One of them it is that it was on the face, and you can also see very interesting feature, which are holes at the sides and the chin and the forehead, which probably were meant to tie the mask maybe to a face of a person, but I think more to a device designed to hold it and to show it to the people. Et avant de se quitter, une dernière information. L'association La France Rebelle vient en aide à Françoise. Rappelez-vous, TV Liberté vous avait raconté la triste histoire de cette enseignante à la retraite, expulsée de chez elle quelques heures avant la trêve hivernale à cause de son bailleur social. Depuis, ses meubles ont été saisis et elle n'a toujours pas trouvé de logement. Dans l'adversité, une vague de solidarité s'est emparée de l'affaire sur les réseaux sociaux et l'association La France Rebelle a organisé une levée de fonds pour permettre à Françoise de se reloger dans des conditions décentes. Vous retrouverez le lien de la cagnotte lancée par la France Rebelle sur tvliberté.com dans le fil d'actu. Et dans un instant, notre Zoom du jour, l'ingénieur Christian Gérondeau nous présente son nouvel ouvrage « L'air est pur à Paris, mais personne ne le sait ». Un essai qui met à mal les discours officiels. Nous sommes abreuvés d'informations qui nous laissent entendre que la pollution ne cesse d'augmenter. Et d'ailleurs, je commence ce livre par un sondage que j'ai fait faire, un sondage d'opinion par l'IFOP, qui montre que 1 à 3% des Français disent que la pollution diminue dans nos villes, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde pense qu'elle augmente. Or, la pollution à Paris et dans les autres villes françaises est pratiquement en voie de disparition. C'est d'ailleurs assez normal quand on y réfléchit. On a dépollué les chauffages. On se souvient qu'autrefois, il y avait des fumées noires qui sortaient parce qu'on se chauffait au charbon. On a dépollué les usines. D'ailleurs, les usines sont plutôt parties des villes. On a dépollué les voitures. Les vieux diesels, il y avait de la fumée qui sortait. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a des normes extrêmement strictes. Donc, on a tout dépollué. Et pourtant, tout le monde pense que la pollution augmente. Et ce soir, retrouvez également Géopole. Richard Haddad reçoit l'essayiste britannique Batior pour évoquer le califat et le statut des minorités religieuses dans le monde arabo-musulman. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je vous l'ai dit plusieurs fois, notre maire de Campagnol a tendance à être du côté du manche, et bien qu'il soit toujours déclaré hors parti, libre de ses choix, etc., on l'a beaucoup vu avec le député de notre département, un macronien, un opportuniste, au niveau intellectuel très faible, et on me pardonnera cette cascade de pléonasme. Donc il est toujours intéressant d'observer la conduite d'un type qui a toujours un coup d'avance sur la sensibilité générale et qui
ne surnage dans les instances locales que parce qu'il sait flairer le vent avant la tempête. Or, il y avait au moins une occasion annuelle qui témoignait de sa tendance à la soumission, c'était le Congrès des maires de France qui se passe traditionnellement, porte de Versailles à Paris, et où se tient aussi le Salon de l'Agriculture, et où le président de la République vient entendre les doléances des présents dans une atmosphère assez souvent vindicative. Et cette année, qu'on peut marquer d'une pierre blanche, enfin jaune fluo, était particulièrement propice à faire entendre les doléances de la France qui n'en peut plus, puisque on nous dit que la moitié des maires sortants ne souhaitent pas se représenter en 2020. On va nous dire, en fait, on nous a déjà dit, c'est parce qu'ils sont écœurés. Mais pas du tout, c'est parce qu'ils vont se faire virer et qu'ils le savent. Du coup, par amour propre, ils préfèrent dire j'en ai assez. C'est comme quand vous déclarez forfait au tennis parce que vous avez soi-disant une tendinite. En fait, c'est parce qu'il y a des matchs devant vous que vous allez perdre. Eh bien, 2020 sera, selon toute vraisemblance, une généralisation du phénomène Béziers, Fréjus, etc. Une droite qui remet de l'ordre dans des finances absurdes, dans des complaisances inouïes, qui est obligée d'annuler les subventions aux associations les plus farfelues, qui est obligée de refaire de vrais appels d'offres et pas des mascarades pour servir 3 copains entrepreneurs. Cette droite-là va débarquer dans le moindre village. Même chez nous, c'est vous dire. C'est en route. Nous avons un jeune homme de moins de 30 ans, prénommé Guy, fils de divorcé, qui a bifurqué très jeune vers l'apprentissage, qui a recousu patiemment les lacunes de sa culture générale, qui est devenu chef de chantier, puis chef de secteur, qui serre toutes les mains, qui dit « nous n'avons rien de diabolique, nous voulons remettre de l'ordre au nom de tous ceux que vous avez maltraités comme moi dans leur jeunesse par égoïsme, au nom de tout l'argent que vous vous êtes foutu dans la poche ». Alors à 15 ans, ce jeune était déjà le père de son père, le père de sa mère, le père de sa sœur, et il a envie de devenir le père du village, parce qu'il dit c'est à présent qu'il n'y a plus d'argent dans les villages qu'on va faire la différence entre les branleurs qui ne savent rien faire, qui touchent 3000 de retraite, qui vendent des terrains perso à la commune, et qui donnent des leçons en s'affichant avec des ministres, et les autres qui réparent eux-mêmes le tractopelle municipal. Tout ça pour dire que chez nous, le maire sortant a fait un coup d'éclat, ce qui prouve que ça va mal. Il a refusé d'aller à l'Élysée, figurez-vous. Oui, parce qu'il faut dire, il m'a expliqué notre jeune futur maire là que le président a tellement la trouille qu'il ne va pas cette année à la porte de Versailles. Il y envoie son Premier ministre. En revanche, il a prévu un petit raout de 1000 personnes avec un buffet. Et il a envoyé à des maires soi-disant tirés au sort, en fait tirés au sort sur le volet, un carton que j'ai vu, me dit-il, et qui dit « Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, vous prie de bien vouloir participer à la réception qu'il offrira en l'honneur des maires de France. » Et là c'est moi qui parle, hein, la providence est cruelle parce que notre maire a donc été placé devant la pire situation, celle qui consiste à aller au congrès des maires et à être tiré au sort pour serrer la main du président. Une chose que d'habitude il aurait acceptée au point de ne pas endormir 3 nuits de suite, tellement son orgueil aurait été flatté, mais là il s'est senti obligé de refuser quand même parce que c'était sa seule chance d'être réélu en 2020. Il a compris qu'il fallait dire non, mais pour qui il se pense président, etc., qui fait le tri entre les élus pour organiser sa claque, il va s'en prendre une de claque, etc. Et là, comme il a eu l'imprudence de laisser publier dans la presse locale sa position et le facsimilé de l'invitation à l'Élysée, son jeune opposant, là, notre Guy, toujours aussi calme, a fait observer dans un tract, dans un tweet et dans un entrefilet, dans le Midi Libre, le président offrira une réception au palais de l'Élysée. Non, il donnera une réception, car ce sont les Français qui offrent. Ce sont les Français qui régalent, et pas Emmanuel Macron. Il n'a même pas la pudeur de dire « la présidence vous prie de venir ». Il dit « moi je ». Eh bien moi, c'est une fois élu à la mairie en 2020, j'organise un après-midi de Noël pour les anciens du village. Je ne vais pas mettre sur le carton Guy Machin, maire de Campagnole, vous invite à la réception qu'il offre en l'honneur des anciens de la commune. Je vais faire imprimer la mairie de Campagnole a le plaisir de vous inviter. C'est ça l'esprit de la République, comme son nom l'indique, elle est publique. Personne n'offre quoi que ce soit en son nom, au nom de la République, sous son drapeau. Décidément, s'il y a autant de candidats du même genre en 2020 que ce jeune homme, il va y avoir du sport. En tout cas, notre jeune loup, là, ne quitte pratiquement plus son gilet jaune depuis 2 semaines, et j'en connais beaucoup, comme lui, dans tout le pays, qui ont décidé d'afficher partout leur appartenance à la France future. Au point qu'un détaillant m'a dit, tu vas voir que ces gilets, on les trouvera bientôt plus en magasin, ils vont s'arranger pour organiser une pénurie. C'est bête, mais du coup, j'en ai commandé 2. Un pour moi et un pour mon chien.